avant M. Janssens commencer, je dirai un petit mot après. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, lorsque les organisateurs m'ont demandé de vous faire une petite conférence sur José Chétron et la glycine, j'ai accepté très volontiers. Parce que saluer la personne et l'action de quelqu'un qui a été tellement important pour Fraisse et la grande région de la Basse-Semois, dans le domaine touristique aussi bien que dans le secteur culturel, est un honneur qui ne se refuse pas. Mais en même temps, je me suis senti un peu gêné. Gêné car je savais que j'allais être probablement l'une des rares personnes ici présentes à ne pas avoir connu celui qu'on honore aujourd'hui. En effet, je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, je n'ai jamais dîné ou logé à la Glycine, je n'ai jamais visité une de ses expositions ou assisté à un de ses fameux vernissages. Alors, je me demandais ce que je pourrais bien vous dire, moi, à propos de cet illustre Fressois. Par contre, beaucoup de personnes m'ont confié, elles, plein de choses sur José Chétron et la Glycine. C'étaient des membres de sa famille, des amis, des habitants de Fraisse qui le fréquentaient quotidiennement, des artistes bien sûr, des clients et habitués de son hôtel-restaurant et de sa galerie aussi. Les confidences qu'ils m'ont faites étaient surtout des bons souvenirs, des qualités positives de José Chétron, ses réalisations et réussites, ses prouesses aussi. Pour moi, José Chétron émerge de cet ensemble d'histoires et d'anecdotes comme un personnage légendaire, un être hors du commun. Et la Glycine m'apparaît comme un endroit magique, sorti tout droit d'un conte de fées. Alors, ce que je peux bien faire maintenant, c'est vous dire ce qui m'a le plus captivé, le plus impressionné, le plus intéressé dans ce qu'on m'a appris sur José Chétron et sa Glycine. C'est donc un regard très personnel que je vais vous présenter ici, forcément subjectif et incomplet, et largement basé sur des informations de seconde main. Par conséquent, mes impressions, commentaires et avis n'engagent que moi-même, évidemment. De la légende de José Chétron, c'est bon. Non, c'est pas. Justement, on parlait d'une légende. De la légende de José Chétron, autrement dit de l'histoire orale, je retiens essentiellement 3 éléments. Tout d'abord, un trait caractéristique de sa personnalité, à savoir sa grande diversité et le côté parfois surprenant de ses centres d'intérêt et de ses passions. Je vous donne quelques exemples. Sur le plan professionnel, il aimait cuisiner et il adorait faire plaisir aux gens. Ainsi, en véritable cordon bleu et hôte généreux, il a régalé des centaines de gourmets et de gourmands, belges et français, de sa truite bleue, de son riz de veau, de ses écrevisses à la Pompadour, son faisan flambé à l'Armagnac, et je vous passe ces succulentes tartes du dessert. Rien que d'y penser me met l'eau à la bouche. Il avait un côté artiste aussi, un talent qu'il n'a malheureusement pas exploité à fond. Un jour, il s'est mis à composer à partir de morceaux les plus divers, comme des fragments de peau, des pièces en métal, du bois, des coquillages,
des assemblages ou collages qu'il fixait dans du plâtre et recouvrait de couleurs. Il les appelait ses cassons, en référence aux morceaux récupérés et utilisés de pièces de vaisselle cassées dans son restaurant. On le poussa à les exposer à la Glycine et il vendit tout. Une galerie à Bruxelles l'invita et là aussi, tous ces assemblages trouvèrent acquéreurs. C'était en 1964. Et ici, je vais vous raconter une anecdote. J'ai pu consulter le livre d'or qui accompagnait l'exposition à Bruxelles. C'était à Anderlecht. Et là, un visiteur a noté comme commentaire « Dieu a fait le monde de rien. José fait des merveilles avec moins de rien. » Et pourtant, il abandonna ses cassons. Il s'était prouvé à lui-même et aux autres que lui aussi avait un don créateur. Et cela lui suffisait. Il était sans appétit aucun de gloire ou de gloriole. Une passion qu'il a vécue pleinement, c'était son désir ou amour du beau. Beau avec une majuscule. Cette notion, pour lui, englobait aussi bien le grand art, comme les arts plastiques et la poésie, que l'art populaire, l'artisanat et même les beaux objets produits par la nature. Et tout cela, il collectionnait et exposait à la Glycine. Les murs de la salle à manger, du salon, du bar, du vestibule étaient entièrement garnis de tableaux d'Albert Ratti, de Marie Hoet, de Michel-Marie Poulain et bien d'autres. Les pièces regorgeaient d'antiquités, de vieilleries et d'objets insolites tels une chaise à porteur, un cheval de bois, un impressionnant lutrin en chêne et posé sur le bar, un ange, une copie de L'amour menaçant d'Étienne Maurice Falconet, un sculpteur assez célèbre au XVIIIe qui avait fait cette sculpture pour Madame de Pompadour. Et partout des vitrines contenant des objets les plus divers, des statuettes religieuses, des crucifix, des pierres minéralogiques de tout pays, des pièces de monnaie et médailles numismatiques, des peintures miniatures, des assiettes décorées, des lettres, des dessins, des poésies et livres de Cocteau et de Rimbaud, des bijoux et encore beaucoup plus. Et je ne dois pas oublier les fleurs, d'immenses bouquets de fleurs. José Chédron avait décoré la Glycine à l'image de ses passions et souvenirs, à son image à lui. Si vous montez au 3e étage, l'espace José Chédron vous donnera une petite idée de ce qu'a été l'établissement à l'époque de M. José. Certains ont désigné la Glycine comme un capharnaüm du goût, un grenier artistique ou une sorte de caverne des arts. D'autres, plus respectueux, parlaient plutôt d'un musée vivant ou d'un temple ou sanctuaire du beau, où l'exubérance et le baroque étaient des vertus, et où se rejoignaient peinture, poésie et gentillesse. En fait, la Glycine était beaucoup plus que ça. C'était d'abord un hôtel-restaurant, centre d'excellence de gastronomie et de convivialité. Ensuite, c'était une galerie d'art où se sont organisées quelques 300 expositions temporaires. C'était un grand cabinet d'art permanent, un surprenant cabinet de curiosité aussi. Et c'était pour José Chédron un endroit où il gardait, chérissait et partageait ses souvenirs.
Un deuxième élément que je retiens de ce qu'on m'a transmis à propos de José Chétron, c'est une de ses qualités que beaucoup d'amis, que beaucoup ont mis en évidence, à savoir sa grande générosité. Ici aussi, je vous donne quelques exemples. Il était généreux en amitié, toujours à l'écoute, toujours prêt à aider, patient, tolérant, compréhensif, plein de gentillesse. Marie-Aurée, dans sa correspondance, le remercie souvent pour ces qualités-là. Il était généreux avec ses clients, ses artistes, avec les participants au vernissage, qui ne manquaient de rien, bien au contraire. Les plateaux chargés de verres ou de friandises étaient sans nombre. Sur le plan humanitaire et patriotique, José Chétron et ses parents ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Pendant l'occupation, en 40-44, les Chétrons ont fait de la Glycine un lieu de ralliement pour un réseau d'évasion de la résistance. Bon nombre de soldats français ont été cachés et nourris par la famille, qui leur trouvait des vêtements civils et les aidait sur la route vers la liberté à travers la France. Charles, Jeanne et José ont mis leur propre vie en danger pour aider à sauver celle des autres. Un acte d'une extrême générosité et d'abnégation. Et puis, on n'a pas oublié, comme preuve de la générosité de José Chétron, le don qu'il a fait à la communauté des amateurs d'art par le biais de sa fondation, d'une importante collection de tableaux d'artistes ayant travaillé dans la région, principalement d'Albert Ratti et de Marie-Aurée, et le don dont a bénéficié la commune de Vresse, à savoir les terrains des jardins de la Glycine, afin d'y construire, avec l'aide financière de la région wallonne, un centre touristique et culturel abritant la collection de la Fondation Chétron-Guisset, le musée du tabac, créé par M. José, un bureau touristique et la réplique grandeur nature de la première locomotive à vapeur belge. Ce centre polyvalent, conçu au début des années 80, était déjà en fonctionnement en 84. Sans la grandeur d'âme de José Chétron, ces institutions et infrastructures n'auraient sûrement jamais vu le jour. Malheureusement, une partie du centre et son contenu fut détruite par un incendie accidentel en 98, mais ça, c'est une autre histoire. Un troisième élément que je retiens de l'histoire de José Chétron, un point qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'amateur d'art et en tant qu'administrateur de la Fondation Chétron-Guisset, c'est l'exemple qu'il nous a donné à propos de la manière de promouvoir les arts plastiques et d'organiser la vie culturelle. José Chétron, avec l'aide de quelques amis comme le père Bonaventure Feuillin et le fin connaisseur du monde culturel en Ardennes et en Gaume, Georges Bouillon, a doublé son hôtel-restaurant à partir de 1957 d'une galerie d'art. C'était un véritable coup de génie, puisque les deux établissements se renforçaient, se nourrissaient l'un l'autre. Le secteur touristique et celui des arts plastiques n'ont jamais autant prospéré à Vresse qu'à l'époque de la Glycine à double fonction. Cette idée extraordinaire de José Chétron m'inspire beaucoup. Elle consiste, en termes plus généraux, en l'alliance du secteur des arts plastiques à un secteur à grand débit public,
c'est-à-dire un secteur auquel participent un grand nombre de personnes. Vous l'avez sûrement déjà compris, je pense ici à notre centre d'interprétation d'art. Pourquoi ne pas l'allier de façon organisée et systématique, par exemple au grand secteur de l'éducation et de la formation, pour favoriser l'éveil aux arts plastiques chez les plus jeunes, pour des visites découvertes pour les élèves du secondaire, pour l'accompagnement de travaux et recherches des étudiants du supérieur. Une alliance ou coopération pareille profiterait ici aussi aux deux alliés, le centre d'interprétation et les arts plastiques d'une part, et le secteur de l'enseignement de l'autre. J'espère qu'il y ait des enseignants parmi vous. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette mini-conférence. En guise de conclusion, et pour revenir à celui à qui nous rendons hommage aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. Si on arrive à suivre l'exemple de José Chétron, le petit prince de l'Assommois, comme certains l'ont surnommé, pourrait encore contribuer grandement et durablement à la formation et l'épanouissement culturel des générations futures. Merci de votre attention. Je n'ai pas fini. On m'a demandé également de vous présenter la tentation d'Albert Haddix. Vous l'avez certainement déjà vu au centre ou dans l'une ou l'autre publication. C'est un tableau intéressant qui montre une scène très animée d'une violence tout juste contenue qui se passe dans les jardins de la Glycine, en face. Ce n'est pas une scène réelle, évidemment. Tout se joue dans l'imagination du peintre. Mais c'est bien une parodie de la vraie réalité, qui, elle, était quand même inquiétante. À savoir qu'à une certaine époque, la Glycine avait quelques habitués et même des habitants qui aimaient bien, qui aimaient beaucoup, et pour certains qui aimaient un peu trop le whisky. Cela posait des problèmes au niveau de la santé et des relations familiales et sociales. Le danger ultime de l'abus d'alcool est symbolisé ici, dans le coin inférieur gauche, par un crâne représentant la mort. Ratti, qui était lui-même grand amateur d'un verre de whisky, s'est imaginé une résistance collective à la tentation de la boisson. Et ce tableau en est le résultat pictural. Le personnage principal, le protagoniste dans l'affaire, se trouve ici, à l'avant-plan. C'est le seul à ne pas porter de vêtements. Je ne voulais pas dire que c'était le seul à être nu. Par contre, il porte deux petites cornes. Il a les ailes noires des anges déchus. Il a une longue queue qui se termine par une méchante pointe. Et il a des pieds de bouc. Le membre ici qui soutient le plateau, ce n'est pas une main, c'est un pied de bouc. Il crache le feu à la vue du Christ, représenté par la croix que lui brandit le moine. Il s'agit donc clairement d'un diable qui essaye de tenter les moines en leur présentant une bouteille de whisky.
l'identification du personnage est assez simple. Qui, à la glycine, avait la tâche de servir les boissons en salle et en terrasse? C'était le jeune José Chédron. On reconnaît d'ailleurs distinctement ces traits dans le visage du démon. Le premier antagoniste qui s'oppose au diable, c'est ce personnage ici, est le moine à la croix et qui a l'air très déterminé. Il s'agit là d'un vrai religieux. C'est le père franciscain Bonaventure Feuillin, ami de longue date de la famille Chédron et d'Albert Ratti. Il était lui-même artiste peintre, graveur et poète. C'était un père peu orthodoxe, non conformiste, dont on apprendra plus dans quelques instants. On reconnaît aisément ce moine-ci, Albert Ratti lui-même, qui essaye d'éloigner le diable à l'aide de sa palette de peintre. Il a le visage verdâtre. Est-ce un verre de rage ou l'effet de la boisson? Le personnage lançant un chaudron d'eau en direction du diable et portant la toque blanche et le tablier d'un cuisinier est lui aussi très facile à identifier. Il s'agit du papa de José, le propriétaire et chef de la glycine, Charles Chédron. Le moine au violoncelle, par contre, est moins connu du public. C'était Raymond Robert, ami proche de Ratti depuis les années 20, chef d'entreprise à Bruxelles, amateur peintre avec qui Ratti partait souvent en excursion et qui jouait aussi du violoncelle. Pour les deux personnages restants, là et là, donc le moine fuyant et le moine spectateur, je ne peux pas proposer d'identification sûre. Je n'ai que des hypothèses, j'en ai plusieurs. Le personnage fuyant, un homme corpulent et peut-être chauve, apparaît aussi dans d'autres tableaux de Ratti. Il personnifie la gourmandise dans les péchés capitaux. Et il ressemble fortement au curé imbibé de vin dans deux toiles montrant une scène de fête de mariage dans un café, intitulée « Noces ardennaises et noces villageoises ». Je suppose donc qu'il s'agisse ici du curé qui se montre peu courageux, aussi parce que dans la littérature de contes populaires, c'est une attitude assez stéréotypée des curés confrontés au diable. C'était souvent eux les premiers à s'enfuir. Pour l'identité exacte du curé, j'avais pensé à Adelin Beauvire, qui a à peu près cette corpulence, mais il est arrivé beaucoup plus tard que le tableau. Donc ça ne peut pas être Monsieur Beauvire. Mais vous connaissez peut-être les curés avant Monsieur Beauvire, donc des années 30, 40, 50. Il était chauve? Bon. Ça, c'est une possibilité. C'est le curé qui s'enfuit. Ça serait plutôt normal. Le moine spectateur à l'arrière-plan est lui aussi énigmatique. Il ne participe
d'aucune façon à l'action. Il observe la scène d'un air amusé. Il semble même en rire en levant son verre de vin en guise de toast. Il semble tout à fait étranger à l'affaire. Moi aussi, je pense que c'était un étranger. En vérifiant le catalogue des portraits réalisés par Ratti, j'en ai repéré deux qui montrent de grandes ressemblances avec le personnage spectateur. Il s'agit chaque fois d'un portrait de Charles Favet, un dessinateur et graveur avec qui Ratti s'est lié d'amitié pendant la Première Guerre mondiale à Troyes, et dont on sait qu'il a rendu visite à Ratti, à Bouillon et à Vresse en 1935, ce qui pourrait plus ou moins correspondre avec la date à laquelle cette peinture a été faite. Au début, j'avais pensé aussi, pour ce personnage-ci, à Adhémar Henrion, de l'hôtel de la Saunois, parce que il a un verre de vin dans la main. Et Adhémar, à part hôtelier, était aussi négociant en vin. Mais je n'ai jamais vu de photo de Adhémar Henrion. Donc je ne sais pas s'il y a une ressemblance. Vous pourriez peut-être m'aider là. Hein? Voilà ce que je peux vous dire à propos de l'identité des personnages. Pour les deux derniers, je n'ai donc pu proposer que des hypothèses. Vous en avez sûrement d'autres qui sont peut-être plus réalistes. Il reste deux questions. La première est celle de savoir où Ratti a bien pu trouver l'inspiration pour représenter ses amis et soi-même en habit de moine. La réponse se trouve dans l'histoire personnelle du père Bonaventure Feuillin, donc de ce personnage-ci. Celui-ci avait fondé en 1934 un groupe de jeunes issus des compagnons de Saint-François qui fréquentaient le lieu dit Capelle-aux-Champs à Woluwe-Saint-Lambert, où ils construisaient une cité-jardin d'inspiration catholique. À la même époque, Feuillin a formé des petits groupes itinérants composés de religieux et de laïcs qui allaient de village en village en prêchant avec ferveur contre, entre autres, le fléau des familles, c'est-à-dire l'alcoolisme du mari et père. Voilà un petit groupe qui prêche contre l'alcoolisme. Mes grands-parents m'en ont parlé. Apparemment, un groupe pareil est allé jusque dans le village de mes grands-parents qui habitaient pas loin de Bruxelles. Et c'était mon grand-père qui m'a raconté que tous les hommes étaient rassemblés dans l'église et qu'ils ont eu droit à les fulminations du père contre l'alcoolisme. Ouais. Ma grand-mère a dû y aller aussi avec les femmes. Elle ne m'a jamais dit de quoi il avait été question. La deuxième question restante est celle de la datation de la tentation. On trouve cet intitulé, La tentation, dans le catalogue d'une exposition d'Albert Ratti à Charleville-Mézières en 1936. Malheureusement sans photo, sans description ni dimension. Pas moyen donc de savoir s'il s'agit bien du même tableau, mais j'en doute. Au milieu des années 30, Ratti avait 46 ans, José Chétron 22, Charles Chétron 44. Les personnages dans notre tentation ont au moins 10 ans de plus. Je daterai ce tableau donc plutôt de la deuxième moitié des années 40. C'est bien possible qu'il ont existé deux versions du même sujet.
Un fait vers 1935, un deuxième fait à la fin des années 40. Terminons ici la lecture de cette belle œuvre d'Albert Haty, qui n'a pas encore livré tous ses secrets et qui continue donc à nous intriguer. Merci encore une fois de votre attention. Je peux vous poser une petite question? Oui. Il n'est pas signé. Non, mais on peut être assez sûr que c'est Haty qui l'a fait, parce que j'ai pu trouver une photo qui montre l'intérieur de son logement au-dessus de l'atelier, et au-dessus de la cheminée était accroché ce tableau. Et puis c'est tout à fait son style, hein. Et puis il s'est représenté lui-même. Ce qu'il faisait souvent, ce qui est exceptionnel dans ce tableau, c'est qu'il participe à l'action. Hein. Dans tous les autres tableaux que je connais où il se représente, il est spectateur. Il est un peu à l'extérieur de la scène. Mais moi, je n'en doute pas que ce soit vraiment un tableau d'Albert Haty. Vous avez peut-être d'autres remarques ou questions? Merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Qui aurait cru ou aurait pu prédire qu'en ce jour du 9 septembre 2022, à 2 jours de l'anniversaire de mon papa, le dernier planteur de tabac de Vresse sur ce mois, planteur de tabac pendant 45 ans, je serai amenée à présenter une conférence sur ce sujet à l'occasion de l'inauguration de l'espace José Chédron et du nouveau musée du tabac. Personne sans doute, pas même la plus réputée Madame Soleil. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je suis amenée à aborder ce sujet. Je vous plante le décor. Année scolaire 1980-1981. Deuxième rénové, Institut Saint-Joseph de Karlsbourg. Monsieur Robert Delay, professeur de français, demande à tous les élèves de ma classe de préparer un exposé sur un sujet au choix. Je n'hésite pas longtemps, ce sera le tabac. Il faut dire que je ne devais pas aller très loin chercher des informations. Le jour J arrive, c'est mon tour. Le stress monte un peu, mais le pire est à venir. Mon cher professeur, voulant sans doute me faire sortir de ma zone de confort, a soudain l'idée saugrenue de me demander de lâcher mes notes et de présenter tout de mémoire. Ouf, vent de panique à bord. Le sol se dérobe sous mes pieds, je m'en souviens très bien. Je me ressaisis, rassemble mes idées et hop, c'est parti. J'espère que personne ne va avoir une idée semblable ce soir. Voilà la feuille en question. Retrouvée chez mes parents. Quelques années plus tard, c'est devant le jury de mon mémoire que je m'exprime pour défendre ce titre. Quel est l'avenir de la culture du tabac dans la vallée de l'Assommois? C'était l'année des grandes grèves de l'enseignement, fin 1990. Comme je n'étais pas à l'école, à l'Institut supérieur de Libramont, papa et moi étions partis à la rencontre de planteurs, fabricants, accisiens, receveurs, etc. pour récolter des témoignages, mais aussi des documents et prendre des photos. Que de riches échanges où l'amour de la terre, et plus particulièrement de la culture du tabac, transpirait à chaque phrase. Voyez mon mémoire. Mais où trouver l'inspiration pour présenter un exposé comme celui d'aujourd'hui? Un premier jet ne me satisfait pas du tout.
La visite de la maison de mes parents, superbement rénovée, ici à Brest-sur-Semois, et la foire des vieux métiers à la forêt, avec un point tabac évidemment, vont me permettre de trouver des idées et du texte. La nuit. Mon oncle qui écrit m'a dit qu'il avait aussi l'inspiration la nuit. Comme si un bouchon de champagne, rapidement ouvert, avait laissé échapper le divin breuvage. Tous ces souvenirs enfouis dans le fond de ma mémoire réapparaissaient à la surface. Bon, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos tabacs. Un peu d'histoire à présent. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et s'aperçoit que les Indiens fument une plante nommée pétoum. En 1520, les premières graines de tabac sont rapportées en Europe. Au Portugal, quelques années plus tard, le tabac est cultivé et utilisé comme une plante médicinale. Jean Nicot, qui est ambassadeur de France au Portugal, envoie en 1561 des feuilles de tabac râpées à Catherine de Médicis, reine de France. Celle-ci souffre de migraine. Guérie de ce mal, elle donne l'ordre d'en cultiver en Bretagne, en Gascogne et en Alsace. Toute la cour adopte cette nouvelle mode. Le tabac se popularise rapidement et apparaît en même temps en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Turquie, au Maroc, en Corée, au Japon, en Chine, etc. Dès la fin du XVIe siècle, le tabac est connu dans le monde entier. Et dans la vallée de la Semois, me direz-vous. Dès le XVIe siècle, les paysans de cette vallée cultivent les plants nécessaires à leur consommation personnelle. Pour échapper aux droits de terrage, donc une taxe, les agriculteurs remplacent les cultures traditionnelles par celles du tabac. En 1748, une redevance d'1/12 est due au seigneur pour tous les produits de la culture. La culture du tabac, au-delà de la consommation personnelle, n'a donc plus d'intérêt et elle est abandonnée. Peu après 1850, un instituteur de Mouzève, Joseph Pierret, réintroduit cette culture à Al-sur-Semois. On peut dire qu'il avait un peu le feeling, parce que dans les documents que j'ai lus, il a fait des essais, il est arrivé à avoir une super bonne culture, alors qu'il n'avait pas de connaissances spécifiques dans ce domaine. Il plante à titre expérimental un art de tabac. Son beau-père ne l'encourage guère et lui conseille de plutôt cultiver du blé pour nourrir ses enfants. Il est aussi la risée des autres cultivateurs. Mais la récolte dépasse les prévisions les plus optimistes. Le tabac est d'un rendement exceptionnel et de grande qualité. Voyant ces bons résultats, les autres cultivateurs réviseront évidemment leur jugement et se mettront aussi à la culture du tabac. J'ai même lu que certains avaient été volés dans son jardin, des petites graines ou des tabacs. Et donc, comme vous savez, tout Ardennais est souvent assez têtu. Et quand ils ont vu que ça marchait, voilà, ils sont revenus sur leur jugement et ils ont commencé à cultiver le tabac. En 1880, à Al-sur-Semois, il y avait seulement 81 arts qui étaient plantés avec du tabac. Mais dès 1885, le tabac envahit la vallée. En 1905, on dénombre 280 hectares, soit 7 millions de plants de tabac. En 1910, plus de 400 hectares, soit 10 millions. Et papa disait toujours que chaque famille à une époque cultivait le tabac, à titre complémentaire souvent. Quelques mots maintenant sur la culture et la fabrication. Quelques graines minuscules, 10 000 graines dans un gramme, mais avec un haut potentiel, déposées dans un bocal rempli de terreau et placées bien au chaud. Mes parents mettaient le bocal sur le radiateur à la salle à manger. 8 jours de germination. Au mois de mars, c'est le repiquage dans les couches qui ont été préalablement désinfectées. Avant, on brûlait carrément les couches, mais à mon avis maintenant je pense que c'est avec de la vapeur. On doit arroser, aérer, on doit soulever les carrés de verre là avec un petit poids, je me rappelle avoir fait ça. Au mois de mai, plantation des petits plants dans le champ. Surveillance, binage pour enlever les mauvaises herbes. Et en juillet, c'est l'ébourgeonnage. Donc on enlève la tête du tabac et les gourmands, les jetons en wallon, qui sont situés entre le pied et chaque feuille.
Cette étape est primordiale pour que, comme disait mon papa, la force de la plante aille dans les feuilles et pas dans la tête. Si on laisse le tabac pousser, ce sont des fleurs qui vont apparaître et on aura des graines pour la saison suivante. Septembre, c'est le temps de la récolte. On est en septembre. Si on était il y a 30 ans, on aurait vu le tracteur de mon papa passer dans la rue, c'est sûr. Il s'agit de couper tous les pieds de tabac, soit avec un couteau ou une cisaille. Ouïe, 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 le dos. Pour pallier cet inconvénient, papa avait imaginé un nouveau procédé. Attention, il y a un prêtre dans l'assemblée. Un dimanche matin, à la messe, à Brest à 9h, perdant sans doute le fil de l'homélie, était-elle trop longue? Le prêtre de l'époque, je ne pense pas que ce soit celui qui est ici aujourd'hui, personne ne peut nous confirmer si c'était trop long. Un prêtre trouve toujours que ces homélies ne sont pas longues. Donc papa eut une idée, pour avoir moins de mal, comme il disait. Pourquoi ne pas adapter une débroussailleuse en fixant dessus une espèce de barre à béton pour faire tomber le tabac du bon côté, qui tombe tous du bon côté. Bref, le système des faux pour couper le grain. Ce qui fut rêvé, pensé par papa dans cet endroit insolite, vous me direz, fut aussitôt réalisé. Et ça fonctionnait parfaitement. Le dos bien droit, le travail avançait plus vite qu'avec les outils traditionnels manuels. Et on n'abîmait pas le tabac. Pour cette invention, il aurait pu presque introduire une demande de brevet. C'est durant cette étape de la récolte que mes parents furent filmés par une équipe de ma télé, la télé locale de la province de Namur. Ils sont à Rochefort. Et plus spécialement l'émission Peinture fraîche présentée par Anne Pierson. Je l'ai regardée après-midi, c'était la première fois que je la regardais depuis le décès de mes parents. Vous pourrez d'ailleurs visionner ce morceau d'anthologie tout à l'heure dans l'espace José Chédron, musée du tabac. Toujours à ce propos, écoutez cette petite anecdote. Papa avait l'habitude de s'asseoir sur le pas de l'huche, le pas de la porte, dès qu'il faisait beau. Et il y avait des gens qui passaient, il les questionnait, ah, vous êtes où en vacances? Et puis le lendemain, les gens revenaient parler avec lui. Un jour, une voiture avec un chauffeur s'arrête devant chez mes parents. Un homme en descend, direction la boucherie voisine. En sortant de la boucherie, le monsieur en question engage la conversation. Je vous ai reconnu, c'est vous qui êtes passé à ma télé? C'était monsieur Willy Borsu. Papa l'a fait rentrer, n'était pas peu fier de raconter cette rencontre inattendue. Retournons dans les champs pour continuer l'évolution de la culture. Les pieds de tabac, après être restés allongés sagement sur le champ pour flanir, c'est-à-dire faner un petit peu, sont chargés sur la remorque, pendus sur des baudriots, une sorte de bout de bois sur lequel sont plantés des clous en quinconce, et ils sont placés au hangar pour sécher. Papa avait d'ailleurs 2 hangars derrière la glycine. Et en passant sur le chemin, longeant l'arrière du bâtiment, assise sur la remorque ou le tracteur, je me souviens très bien avoir découvert l'envers du décor de l'hôtel-restaurant. Il y avait beaucoup de bouteilles, et moi ça me sidérait, toutes ces bouteilles, toutes ces bidons-là. Derrière, forcément avec tout le va-et-vient qu'il y avait de clients, c'était tout à fait normal, mais pour moi je me disais, mais c'est quoi toutes ces bouteilles? Et j'apercevais mademoiselle Alice avec son petit tablier blanc. Et enfin, c'est le dépendage, la confection de manioc. On doit enlever du pied de tabac toutes les petites feuilles, soigneusement, et on confectionne une poignée qu'on lie avec une petite feuille. Et comme vous voyez qu'il commence là, hein. Puis il faut l'éplucher tôt comme ça, toute la feuille une après l'autre. Puis je mets 2-3 poignées un peu plus que ça, et puis voilà. Voilà une marotte, c'est ça. On fait des bottes avec. Puis après ça, c'est fini, puisque c'est pour aller le conduire au marchand, quoi. Il y a donc 3 catégories, petit, moyen et grand. Et puis, on construit aussi les bottes. Donc, on entasse, c'est un moule en bois sans fond, on entasse les maniocs
dans les deux sens, hein, ils se rejoignent vers le milieu. Et puis quand tout est plein, on tasse avec ses pieds. Et quand tout est plein, on pousse et hop, la botte sort. Et ces bottes sont vendues à un marchand. La fabrication peut dès lors commencer, pas tout à fait parce qu'il y a un temps d'attente chez le marchand dans le grenier. Alors après, il faut humidifier le tabac pour qu'il ne s'émiette pas quand on le coupe évidemment. Puis on le coupe, on le torréfie, donc on le sèche, et on l'empaquette pour le plaisir des fumeurs qui apprécient le tabac plus naturel sans ajout de produits addictifs. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le titre de mon mémoire était « Quel est l'avenir de la culture du tabac dans la vallée de la Semois ?» Il faut dire qu'il y a eu une chute du nombre de planteurs depuis de nombreuses années. Pourquoi? Plusieurs causes à ce phénomène. On m'en a cité 3 principales. Les conditions climatiques, pluie, le mildiou, donc un champignon parasite qui s'attaque au tabac, la grêle, qui ont occasionné beaucoup de pertes, augmentation des accises, des taxes. À l'heure actuelle, sur 220 €, il y a 180 € de taxes, ce qui représente 20% du prix moyen du tabac. Et puis il y a le développement du tourisme. Certaines personnes ont désiré qu'à la place de planter du tabac, des vacanciers mettent leur caravane sur leur terrain, par exemple. Depuis quelques années, 5 ou 6 irréductibles... Oui, pardon. Depuis quelques années, 5 ou 6 irréductibles Gaulois ont repris le flambeau et perpétuent cette culture ancestrale, ce patrimoine immatériel de notre belle région. Chaque planteur gère sa propre parcelle, 150 plants pour sa consommation personnelle. Mais tous s'entraident lors de la plantation, la coupe, la mise au séchoir. Les gros coups où il faut être à plusieurs. Merci à eux, certains d'entre eux sont présents ici ce soir. Petit clin d'œil, les boudriots employés par papa connaissent une nouvelle vie puisque ce sont ces planteurs qui les utilisent dorénavant. J'entends péter les bouchons. Merci. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour faire renaître de ces cendres, au sens propre et au sens figuré, le réputé musée du tabac de Vresse-sur-Semois. Merci à vous, famille, amis, connaissances, habitués de ces lieux chargés d'histoire, pour votre écoute et votre attention. Votre présence montre votre amour de la culture, de tout ce qui constitue notre histoire et notre patrimoine commun, à nous d'être, envers et contre tout, des passeurs de mémoire. Je vais être très brève, on a entendu les bouchons qui sautaient en bas, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais remercier encore une fois Véronique Paquet et M. Janssens pour leurs 2 mini-conférences. Donc comme vous le savez, suite au transfert de l'espace public numérique dans leurs nouveaux locaux, nous avons récupéré l'étage ici, et la Glycine a enfin pu rendre un espace à M. Chédron dans son célèbre hôtel. Le projet a débuté sous la direction de Maxime Léonard en début d'année, et c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui, en tant que nouvelle directrice du centre, de pouvoir inaugurer les lieux avec vous ce soir. Nous remercions aujourd'hui particulièrement Michel Chédron, Guy Gilquin, l'hôtellerie de la Semois, le comité Bien Vivre à Bresse, anciennement le comité Mazda, qui ont, grâce à leur générosité, donné vie à cet espace. Monsieur et Madame le maire, de nous avoir fait don de leur collection d'objets se rapportant au tabac, ainsi que Véronique Paquet pour le partage de ses souvenirs familiaux. Ces donations ont permis au centre touristique et culturel de reconstruire ce petit musée en souvenir d'un homme généreux qui a marqué l'histoire de Bresse et de l'ancien musée du tabac et du folklore disparu dans l'incendie malheureux du centre le 31 octobre 1998. Nous remercions également Mauricette Lallemand pour la rédaction des textes explicatifs, ainsi que toutes les personnes qui se sont généreusement impliquées dans la réalisation de cet espace. Je vous invite à présent à monter au 2e, au 3e étage et à partager le verre de l'amitié avec vous.